il était une voix, celle de Renaud, une voix rocailleuse, éraillée, parfois brisée, mais toujours sincère, une voix qui sentait le bitume, la bière tiède, les rêves avortés et les révoltes d'un môme du peuple. Dès qu'elle résonne, quelque chose en nous s'arrête, le cœur, le souffle, la pensée. Car Renaud, ce n'est pas seulement un chanteur, c'est une époque, un cri, une cicatrice dans l'âme collective de la France. Mais qui est vraiment cet homme aux yeux tristes, planqué sous son bandana rouge? Que cache ce regard, fuyant, mi-rêveur, mi-fatigué? Derrière les succès populaires, les refrains repris en chœur dans les bistrots et les salles de concert, se cache une enfance marquée par les silences, une adolescence nourrie d'utopie et une vie d'adulte souvent rongée par les excès, la douleur et l'amour. Dans ce récit, nous allons remonter le fil du temps. Bien avant Mistral gagnant, bien avant Manu, il y avait un petit garçon nommé Renaud Séchant, un môme parisien né dans le 14e arrondissement, au cœur d'une famille d'intellectuels. Son père, écrivain germanophone, passionné de littérature. Sa mère, discrète, admirative de son fils, mais parfois lointaine. Chez les Séchant, on lit, on pense, on débat, mais on ne parle pas toujours d'émotions. Alors Renaud, lui, il les garde, il les accumule, et un jour, elles explosent en chansons. Déjà enfant, il observe, il écoute, il note. Il n'est pas le plus sage, ni le plus fort, mais il a cette chose rare, une sensibilité à fleur de peau. À l'école, il se rebelle. Dans la rue, il traîne, il rêve d'autre chose, d'un monde moins gris, moins figé. Et quand mai 68 éclate, il a 16 ans. C'est le feu dans les rues, le chaos dans les idées, et pour lui, c'est comme une naissance, une révélation. La guitare ne le quitte plus. Ce que peu savent, c'est que Renaud a d'abord voulu être comédien. Avant de devenir la voix de toute une génération, il fut figurant dans quelques sketchs à la télévision. Mais la scène, les textes, l'émotion, tout le ramenait à la musique. Et c'est ainsi qu'il est né une seconde fois, non pas Renaud Séchant, mais Renaud, celui des faubourgs, des blousons noirs, des amoureux du zinc, celui qui parle pour ceux qu'on n'écoute jamais. Il y a des chansons qui marquent un moment. Et puis, il y a des chansons qui marquent une vie. Dans le cas de Renaud, sa vie artistique a été marquée très tôt par une plume unique et une voix pleine de fêlure. Ce n'est pas un hasard si, dès la fin des années 70, il est devenu un porte-voix des oubliés, un poète des ruelles, un anarchiste au grand cœur. Mais si l'on devait choisir l'œuvre qui l'a propulsé au rang d'icône, impossible de passer à côté de Mistral gagnant. Une chanson qui ne ressemble à aucune autre, une prière douce, une caresse murmurée à sa fille, mais aussi au petit garçon qu'il était. Mistral gagnant, la chanson d'une génération, sortie en 1985 sur l'album du même nom, Mistral gagnant ne devait même pas voir le jour. Renaud lui-même trouvait la chanson trop intime, trop fragile. C'est sa femme Dominique qui insistera pour qu'il la publie. Et heureusement, dès les premières notes, la magie opère. Pas de percussion, pas de guitare électrique, juste un piano minimaliste et la voix éraillée d'un père qui parle à sa fille. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi. La simplicité des mots, la tendresse des souvenirs d'enfance, les bonbons d'antan, les bêtises qu'on faisait à 4 mains. Tout respire la nostalgie douce amère d'un temps révolu. Mais au-delà de la tendresse, c'est la peur de l'absence qui transperce. Te raconter surtout les carambars d'antan, et les cocos boers, et les vrais roudoudous qui nous coupèrent les lèvres et nous niquaient les dents. Et puis cette phrase bouleversante, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler. En quelques minutes, Renaud déposait à nu son âme, sans artifice, et toute la France reconnaissait en lui un frère, un père, un homme qu'on croyait connaître depuis toujours. Mistral gagnant n'est pas une chanson. C'est une confession poétique, intime et universelle. Avant Mistral gagnant, il y avait Laisse Béton, mais le chemin vers cette chanson culte
avait été pavé bien avant, notamment avec Laisse béton, sorti en 1977. Premier vrai succès populaire de Renaud. Cette chanson est un petit bijou d'argot, un sketch musical, où l'on suit une altercation entre deux loulous de banlieue. Dans Laisse béton, Renaud invente un langage de rue poétique, entre Verlan et Gouaille, parisienne. Je me suis fait piquer mon scout par un gars qui avait pas froid aux genoux. Le ton est drôle, moqueur, mais derrière la satire sociale se cache une vraie tendresse pour les petites gens, pour les quartiers qu'on oublie trop vite. Avec cette chanson, Renaud devient le chanteur des banlieues, celui qui donne une voix aux paumés, aux blousons noirs, aux gamins à casquette qui traînent leur vie sur le trottoir. Ouar, il ne les juge pas, il les aime, avec leur maladresse, leur faute de français, leur dignité cabossée. Marche à l'ombre, Hexagone, la rage tendre, Renaud. C'est aussi la colère bien écrite, celle qui bouscule, mais qui fait réfléchir. Dans Hexagone, ils balancent un pamphlet cinglant contre la société française. Ils se font égorger pour des idées. L'heure est grave. Moi, j'ai choisi de pas voter. Une chanson censurée à la radio, mais acclamée dans les bistrots. Dans Marche à l'ombre, il incarne un clochard céleste, un anti-héros qui traverse Paris avec ses rêves en lambeaux et sa dignité en bandoulière. Il ose dire ce que d'autres taisent, toujours avec humour, noir et humanité. L'œuvre de Renaud, un miroir social. Ce qui a vraiment fait la force de l'œuvre de Renaud, c'est sa capacité à mêler l'intime et le politique. Il peut écrire une chanson d'amour à sa fille et, dans l'album suivant, dénoncer la montée de l'extrême droite ou l'hypocrisie des élites. Il est à la fois l'enfant du peuple et le témoin de son époque. Ses chansons ont accompagné les luttes, les grèves, les manifs, mais aussi les instants de joie simple, les verres levés entre amis, les souvenirs d'enfance sous un ciel gris de banlieue, un héritage toujours vivant. Aujourd'hui encore, Mistral gagnante est régulièrement élue chanson préférée des Français. Et Renaud, malgré les tempêtes de sa vie, reste une figure respectée, presque mythique. Son œuvre traverse les générations, car elle parle vrai, elle parle au cœur. Son nom est peut-être cabossé par les excès, ses concerts parfois fragiles, mais ses textes restent intacts, puissants, vivants. Quand on évoque le nom de Renaud, ce n'est pas le luxe ni la richesse qui viennent à l'esprit. On pense à l'artiste, engagé au verbe tranchant, au poète des rues, à l'homme blessé par la vie, qui chantait les marginaux, les révoltés, les amoureux écorchés. Pourtant, derrière cette image populaire, et parfois mélancolique, se cache une carrière exceptionnelle, jalonnée de succès commerciaux, qui ont rapporté gros, très gros, même avec plus de 40 ans de présence dans le paysage musical français. Renaud a vendu plus de 20 millions d'albums. Ses chansons sont devenues des classiques, et ses disques continuent à se vendre, aujourd'hui encore. Certaines estimations indiquent qu'il aurait perçu des centaines de milliers d'euros chaque année en droits d'auteur et royalties. Ce sont ses textes les plus emblématiques, comme Mistral gagnant, Hexagone, Manhattan, Kaboul, Laisse béton, Dès que le vent soufflera, ou encore Morgane, de toi qui lui ont assuré une rentrée constante d'argent. Il est même arrivé que ses revenus dépassent le million d'euros par an, au pic de sa carrière. Mais Renaud n'est pas un homme d'apparat, ni de démonstration. Sa fortune, il ne l'a jamais exposée. Il n'a pas acheté de manoir de yacht ou de voiture de luxe. À la place, il a investi dans quelques biens immobiliers simples, mais choisis avec soin. Il a longtemps vécu dans une maison provençale, à Lisle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, un lieu de calme à l'abri du tumulte parisien qu'il a un temps quitté avant de le racheter. Il aurait également possédé un appartement à Montreuil, en région parisienne quartier populaire, qui collait bien à ses valeurs. Il se murmure qu'il aurait également acquis une maison discrète en Bretagne, une région qu'il adore, notamment pour sa culture libre et son attachement à la mer. Malgré cela, Renaud a connu de véritables chutes financières. Ses addictions, notamment à l'alcool,
et ses périodes de profonde dépression l'ont fragilisé au point qu'il a reconnu avoir dilapidé une partie de sa fortune à cause de mauvais conseils ou de décisions impulsives. Il aurait ainsi perdu plusieurs centaines de milliers d'euros dans des investissements douteux ou mal gérés. Il a vécu des périodes très sombres où il aurait frôlé la faillite personnelle. Mais à chaque fois que Renaud est revenu dans l'arène, il a triomphé. L'album Renaud sorti en 2016 a été un immense succès commercial et critique, lui permettant de renflouer ses finances et de retrouver une place de choix dans le cœur du public et dans les classements des ventes. Renaud a une seule fille, Lolita Session, née en 1980 avec son ex-compagne Dominique Lolita, est aujourd'hui une auteure et dessinatrice reconnue très discrète, médiatiquement mais proche de son père. Elle est la seule héritière directe de son père et devrait hériter d'un patrimoine artistique considérable entre les droits d'auteur, les revenus issus des ventes futures d'albums, les rééditions, les objets personnels et les propriétés immobilières. Renaud lui-même a exprimé à plusieurs reprises son désir de mettre de l'ordre dans ses affaires pour assurer à sa fille une transmission paisible et sans conflit. Il aurait pris conseil auprès de notaires pour organiser sa succession de manière rigoureuse et juste. En plus de ses biens visibles, Renaud possède aussi une collection d'objets uniques et symboliques. Il a conservé des guitares, des manuscrits de ses textes, des lettres échangées avec Coluche ou Georges Brassens, des carnets remplis de poèmes et de réflexions personnelles. Certains objets ont une valeur inestimable pour les fans et pourraient être exposés un jour dans un musée ou une fondation à son nom. Il aurait aussi une impressionnante collection de vinyles rares, ainsi que des souvenirs intimes de ses tournées, de ses amis artistes et de ses années de galère. Malgré son image d'artiste abîmé, Renaud reste l'un des chanteurs les plus rentables de la chanson française moderne. Sa fortune estimée par certains experts du secteur musical se situerait entre 4 et 6 millions d'euros. Une somme importante, mais qui ne reflète que partiellement l'impact de cet artiste sur plusieurs générations. Car au fond, la vraie richesse de Renaud se trouve dans ses mots, dans les émotions qu'il suscite, dans les mémoires qu'il a gravées à jamais dans le cœur de ses fans. Sa fortune est bien réelle, mais c'est dans le patrimoine culturel et affectif qu'il laisse que réside son plus grand trésor. Derrière les refrains engagés et les ballades nostalgiques, il y a un homme au cœur tendre, tourmenté par ses blessures intimes et profondément attaché à ceux qu'il aime. Renaud, de son vrai nom, Renaud Session, a toujours entretenu un rapport intense, parfois douloureux, avec la famille. Né en 1952 dans le 14e arrondissement de Paris, il grandit dans une fratrie de 6 enfants au sein d'une famille cultivée et bohème. Son père Olivier était écrivain et professeur d'allemand, tandis que sa mère Solange s'occupait des enfants. L'ambiance à la maison était faite de livres, de débats intellectuels, de discussions sur la politique, mais aussi d'un certain autoritarisme paternel. Ce cadre familial, à la fois stimulant et parfois étouffant, a profondément influencé sa vision du monde et sa manière de concevoir les rapports humains. Son frère aîné Thierry Session, écrivain lui aussi, jouera un rôle clé dans sa vie. Les deux frères partagent une complicité artistique, un goût pour la provocation et une plume acérée. C'est Thierry qui l'encourage à écrire ses premiers textes. Plus tard, malgré des tensions passagères, ils resteront très proches. La mort de Thierry en 2019 sera un choc immense pour Renaud, qui perd alors l'un de ses piliers affectifs les plus solides. Ce deuil, discret mais profond, marquera un tournant dans sa manière de parler de la famille, qu'il idéalisait autant qu'il en souffrait. Côté amour, la figure la plus marquante est sans doute Dominique Kilicchini, dite Dominique. C'est pour elle qu'il écrira l'un de ses plus grands succès, la bouleversante chanson Mistral gagnant. Leur histoire d'amour est aussi belle que tragique. Ils se rencontrent à la fin des années 1970.
Elle est sa muse, son ancrage, sa force tranquille. Ensemble, ils vivront une passion intense, marquée par des hauts flamboyants et des bas vertigineux. En 1980, naît leur fille unique, Lolita Séchant. Renaud est fou de sa fille, à qui il dédie plusieurs chansons tendres et poétiques. Il se décrit souvent comme un père maladroit, absent parfois, en raison de ses tournées, de ses excès, de ses démons personnels, mais profondément aimant. Lolita grandit dans un univers artistique, entre les tournées de son père et l'amour silencieux d'une mère protectrice. Elle devient plus tard une auteure talentueuse de livres jeunesse et de bandes dessinées. Aujourd'hui, elle est la fierté de Renaud, qui parle d'elle avec tendresse à chaque interview. Malgré les tourments familiaux, leur lien semble avoir résisté au temps et aux épreuves. Dans ses rares apparitions médiatiques, Lolita se montre discrète mais toujours bienveillante envers son père, qu'elle n'a jamais vraiment jugé malgré ses périodes sombres. Après sa séparation avec Dominique dans les années 1990, Renaud traverse des périodes de solitude et de grande fragilité psychologique. Il se réfugie parfois dans l'alcool, dans l'isolement, dans le silence. Mais il tente aussi de reconstruire, de repartir. En 2005, il épouse Romane Cerda, de 26 ans, sa cadette. Ils auront un fils ensemble, Malone, né en 2006. Renaud est alors âgé de 54 ans. Ce deuxième enfant arrive à un moment où l'artiste cherche un nouveau souffle. Il parle de lui avec une émotion palpable, se disant prêt à être un père plus présent, plus lucide. Mais les vieux démons reviennent. Romane tente de l'aider, mais leur relation devient difficile. Ils divorcent officiellement en 2011, même si elle reste très proche de lui et continue de veiller sur sa santé et son bien-être. Elle dira plus tard qu'elle l'aimera toujours d'une certaine manière. Malone, que Renaud appelle affectueusement son petit prince, a grandi à l'abri des médias. Le chanteur respecte ce choix et évite de trop parler de lui en public. Il évoque néanmoins souvent à quel point il est fier de ses enfants, de leur force, de leur sagesse, de leur douceur. Il confie aussi parfois son regret de ne pas avoir été toujours. Urs à la hauteur, comme père, mais exprime surtout une profonde gratitude de les avoir dans sa vie. Aujourd'hui, la vie familiale de Renaud est plus calme. Il vit dans le sud de la France, dans une maison tranquille entourée de quelques proches, loin du tumulte des grandes villes. Il a renoué des liens forts avec sa fille et reste en contact étroit avec Romane et Malone. Il s'accroche à ces liens pour traverser les jours difficiles. La famille n'a jamais été pour lui un cocon facile, mais plutôt un combat, un refuge parfois fragile, souvent vital. C'est dans l'amour de ses enfants qu'il semble avoir trouvé un semblant de paix, loin des excès d'autrefois. Car au fond, malgré sa pudeur et ses blessures, Renaud est un homme de cœur, un père aimant, un frère écorché, un compagnon fidèle dans l'épreuve. Avant de devenir l'icône d'une génération en colère, avant de chanter les révoltés, les marginaux et les tendres perdants, Renaud était un enfant du 14e arrondissement de Paris, élevé entre culture bourgeoise et rêve de liberté. Né le 11 mai 1952, Renaud Séchant grandit dans une famille nombreuse, le 6e d'une fratrie de 8 enfants. Son père, Olivier Séchant, était écrivain, traducteur et professeur d'allemand. Un homme exigeant, passionné de littérature et d'histoire. Sa mère, Solange, d'origine ouvrière, incarnait la douceur et la simplicité, contrebalançant l'autorité paternelle. C'est dans cette maison, remplie de livres, de débats politiques et d'exigences intellectuelles, que se forge la personnalité si particulière du jeune Renaud. Dès l'enfance, il montre peu d'intérêt pour l'école traditionnelle. Il préfère l'imagination, l'impertinence et la provocation douce à l'apprentissage académique. Il n'aime pas l'autorité, qu'elle soit familiale, scolaire ou institutionnelle. Ce rejet de l'ordre établi, il l'exprimera plus tard dans toutes ses chansons.
Très jeune, il développe une sensibilité exacerbée aux injustices sociales. Les discussions politiques à la maison, marquées par l'antifascisme de son père, nourrissent son esprit critique. L'empreinte familiale est si forte qu'elle deviendra un véritable terreau pour ses engagements futurs. L'adolescence de Renaud est marquée par une soif de liberté. Il traîne dans les rues de Paris, fréquente des groupes de jeunes révoltés, découvre la rue comme un théâtre vivant. En 1968, alors que la France bascule dans la révolte étudiante, Renaud a 16 ans. Il vit mai 68 de manière intense, participant aux manifestations, érigeant des barricades, lançant des slogans contre l'autorité. Cet événement sera déterminant. Il le façonnera à jamais comme un contestataire viscéral, méfiant vis-à-vis du pouvoir et chantre des causes perdues. Après avoir quitté prématurément le lycée, Renaud enchaîne les petits boulots, vendeur de journaux, figurant de télévision, libraire. Mais au fond de lui, il rêve d'autre chose. Il fréquente les cafés parisiens, les terrasses animées du quartier latin, où l'on refait le monde avec des mots. C'est là qu'il commence à écrire ses premiers textes, griffonnant dans des cahiers des histoires de zonards, de loupards au grand cœur, de filles perdues et de rêves fracassés. Il trouve aussi dans la chanson un moyen d'expression libérateur. Influencé par Georges Brassens, Léo Ferré et Bob Dylan, il commence à se produire dans des petits cabarets de la rive gauche. Sa guitare en bandoulière, sa voix nasillarde et son verbe acéré ne passent pas inaperçus. Son style détonne, mi-poète, mi-voyou. Il invente un personnage à la fois tendre et insolent, drôle et tragique. Renaud construit patiemment son identité artistique en dehors des sentiers battus. C'est au café-théâtre, notamment au fameux Café de la Gare, qu'il rencontre ses premiers complices de scène, parmi lesquels Coluche. Leur amitié sera profonde, basée sur la même tendresse pour les petites gens et la même rage contre les injustices sociales. Avec Coluche, Renaud partage le goût du canular, de la provocation gratuite, mais aussi une immense générosité cachée sous des airs de mauvais garçon. En 1975, grâce à des rencontres opportunes et à la persévérance de son frère Thierry Séchant, Renaud enregistre son premier album intitulé « Amoureux de Paname ». Bien que les ventes soient modestes au départ, la critique est séduite par cet ovni de la chanson française. Un jeune type en blouson de cuir, chantant d'une voix traînante, des textes poignants et sarcastiques. Il y parle des banlieues délaissées, de la misère des travailleurs, de la beauté des révoltés. L'album ne passe pas inaperçu. Il révèle un talent brut, une voix différente, un regard neuf sur la société française. Le succès populaire arrive véritablement quelques années plus tard avec l'album « Laisse béton » en 1977. Ce disque devient le manifeste d'une jeunesse désabusée, rebelle mais tendre. Avec des tubes comme « Laisse béton » ou « Marche à l'ombre », Renaud conquiert un public de plus en plus large. Son langage bourré d'orgo parisien. Ses personnages cabossés mais attachants. Sa manière de raconter la vie quotidienne sans phare ni faux semblant séduisent autant les jeunes que les anciens. Renaud devient alors une figure emblématique de la chanson française, incarnant mieux que quiconque la voix des sans-voix. Le début de la vie de Renaud est ainsi marqué par un double mouvement, un rejet des carcans familiaux, scolaires et sociaux, mais aussi une quête permanente d'authenticité, de tendresse et de révolte. Ce mélange explosif de fragilité et d'insolence, de rage et de poésie sera la marque de fabrique de tout son parcours artistique. Derrière la gouaille et le blouson de cuir, il y a toujours eu ce petit garçon rêveur du 14e arrondissement, avide de justice et d'amour, cherchant obstinément sa place dans un monde qu'il ne cessera jamais de vouloir réparer à sa façon. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous partagez peut-être la même curiosité, la même...